Bonsoir et bienvenue sur LEH TV. Ce soir, pour notre émission Actualité du territoire, nous recevrons Frédéric Cabrera, directeur Heineken Marseille La Valentine, et nous parlerons d'un sujet important, la gestion des déchets en entreprise, suivi également d'un conseil d'experts dans la finance. Merci et bonne émission. Chers amis, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle émission Actualité du territoire. Nous avons le plaisir d'accueillir ce soir Frédéric Cabrera, le directeur de l'usine Heineken, célèbre à La Valentine. Bonsoir et bienvenue Frédéric. Bonsoir Thierry, bonsoir Mathieu. Bonsoir Frédéric. Et alors une première question sur cette actualité, Mathieu. Tout à fait, nous sommes encore en pleine crise sanitaire actuellement. Frédéric, dans l'actualité du territoire sur LEH TV, pouvez-vous nous dire comment s'est passée la gestion de la crise Covid au sein de la brasserie Heineken ? Bon, déjà, je vous mentirais si je vous disais que ça a été une partie de plaisir. Ça a plutôt été une période assez difficile à passer. Après, moi, je suis quand même assez fier des équipes Heineken parce qu'on a su manœuvrer au milieu de cette crise. Ce n'était pas simple. On a eu l'autorisation, nous, de produire dès le début de la crise. On n'a pas été confinés et on a su vraiment rebondir. On va dire s'adapter à l'évolution de la crise sanitaire, aux règles qui nous étaient imposées. Et on a réussi en fait à ne pas arrêter l'activité. On a modifié nos modes de fonctionnement, on a travaillé sur la distanciation dans un premier temps, puis rapidement on a fait porter le masque dans la brasserie avant même que la ville nous demande de le faire. Et puis on a aussi modifié vraiment des fonctionnements de fond, on a changé nos relèves, on a changé nos flux de circulation dans l'entreprise. Et puis on a beaucoup digitalisé, on a fait appel au télétravail comme beaucoup d'entreprises. Et au final on s'en sort plutôt bien parce que la brasserie ne s'est jamais arrêtée sur la Valentine. Voilà. Bon, après on fait du CHR, on est brasseur. Oui. Et comme vous vous en doutez, on a été impacté quand il y a des mesures sanitaires qui imposent d'arrêter les cafés, les hôtels, les restaurants. Forcément, ça a des impacts sur nos productions, en particulier nos productions de fûts. On a une ligne fût sur la Valentine. Après, il y a aussi eu des bonnes nouvelles, parce que le secteur de l'alimentaire s'est très bien porté. Depuis le début de la crise, il y a eu des consommations qui étaient assez élevées sur les bouteilles en particulier. Et ça a permis de compenser une partie des pertes. Voilà, sur le milieu brassicole, sur le monde brassicole, si on regarde vraiment la France, pas que Heineken, on a plus 8,6% de croissance sur la partie alimentaire, donc supermarché, hypermarché, les magasins de proximité. Et ça a été plutôt une bonne nouvelle pendant la crise. Voilà. Équilibre. Ça fait 2 ans que vous êtes dans cette usine, l'ancienne usine Phoenix, vieille usine marseillaise de bière reprise par Heineken. Quel est le bilan de ces 2 ans ? Écoute, moi effectivement, je suis arrivé début 2019, donc j'avais aucune idée qu'on allait devoir gérer une des plus grosses crises sanitaires qu'on a pu connaître à notre échelle. Par contre, je savais qu'on avait un projet un projet d'ampleur pour la brasserie avec un investissement industriel de près de 30 millions d'euros. Et je dois avouer que c'est vraiment ce qui a occupé les équipes et mon énergie sur les 24 derniers mois. Ça a été vraiment un sujet important parce qu'on devait produire. En parallèle, on avait ce chantier industriel. Et on a vraiment bouleversé beaucoup de choses dans la brasserie. On a repris toutes les étapes de notre process pour les faire grandir. On a depuis 2019 installé un entrepôt logistique qui est visible depuis l'avenue Chardini, depuis l'extérieur de la brasserie, et qui aujourd'hui accueille 5000 palettes de produits finis. On a également fait grandir la capacité brassicole de la brasserie avec la construction sur notre parking de cuves géantes. Donc, vous avez pu les voir passer. La fameuse cuve géante. Voilà, donc c'est des cuves qu'on a construites chez nous, qu'on a dû faire parfois traverser à l'intérieur de notre brasserie et puis à l'extérieur de la brasserie. On a eu des bruitages de nuit qui ont des images impressionnantes. Voilà, qu'on pourra voir et qui permettent de faire voler ces cuves au-dessus de la ville. On a installé 6 grandes cuves, dont 2 en particulier qui sont des cuves de fermentation horizontale qui sont parmi les plus grandes en Europe, donc des cuves qui font 650 000 litres. Donc c'est pas rien. Et puis on a eu cet été quelque chose de vraiment marquant pour la brasserie, c'est qu'on a démarré un atelier de conditionnement, une nouvelle ligne qui fabrique pour la première fois de la Desperados Made in Marseille. Et ça c'est vraiment une fierté parce qu'on a ramené l'ensemble des volumes qui sont vendus dans le sud, en dessous de la Loire, sur la Valentine et sur la brasserie de Marseille. C'est un projet qui est colossal d'ailleurs. C'est un projet colossal. On n'a pas terminé, il reste 6 mois de travaux.
Sur ces 6 mois de travaux, on va vraiment se concentrer sur, on va dire, l'amélioration de nos consommations énergétiques. En particulier, on a l'installation d'une chaudière biogaz qui va nous permettre d'utiliser des gaz verts, des gaz qui sont produits par notre process, en particulier sur la station d'épuration. Et on est vraiment fiers de ça parce que c'est vraiment une étape clé dans notre transition écologique, donc c'est quelque chose qui est aussi vraiment important. Dans l'ensemble, ces travaux sur 2 ans et demi vont nous permettre de faire grandir la brasserie de près de 35% en volume. Et voilà, on a une crise qui est conjoncturelle, on est un petit peu impacté sur nos volumes, en particulier CHR, mais on investit pour l'avenir et on sait qu'il y a des volumes supplémentaires qui vont venir dans l'avenir parce que c'est l'intérêt de ce projet et de cet investissement. Ce qui est intéressant, parce que ça veut dire que Heineken investit dans Marseille, investit dans l'emploi, investit dans l'industrie, ce qui est une chose merveilleuse pour la ville. Tout à fait, c'est une brasserie qui est là depuis 150 ans dans la ville, donc la Valentine s'est construite autour de la brasserie Phoenix. Et on continue d'investir. Moi, je suis fier en fait de cet ancrage local et c'est quelque chose qu'on va continuer, c'est sûr. Quelle actualité du territoire, en effet. Et nous accueillerons prochainement la DRH Alexandra Martin de la brasserie Heineken dans une parenthèse RH. Vous verrez ça dans les prochaines émissions. Frédéric, vous êtes également administrateur de l'association LEHV. Dans ce cadre, vous présidez la commission industrie. Quels ont été les temps forts, les challenges que vous avez relevés avec celle-ci ? Je pense que la principale réussite et on va dire fierté, ça a été de traverser ensemble cette crise sanitaire. Voilà, ça a été compliqué, ça a été très déroutant en fait en mars, avril de l'an dernier, au début de la crise. Mais on a su rapidement en fait se réunir ensemble. Déjà dans un premier temps avec d'autres industriels qui avaient eu l'autorisation de continuer à fonctionner, comme Arkema, Panzani. On a mis en commun des moyens. Par exemple, au début de la crise, on avait besoin de masques, de gel hydroalcoolique, parfois de produits nettoyants pour nous permettre d'assurer la sécurité de nos salariés. Ça a été une priorité pendant la crise. Et dans un premier temps, on les a mis en commun. Après, rapidement, on a vu aussi qu'il y avait un besoin pour les collectivités, parfois pour les hôpitaux. Donc, on a mis en commun cette fois-ci pour donner aux autres. Ça a été des belles réussites. On a donné des masques aux hôpitaux parce que c'était ce qu'on nous demandait aussi. Et puis, on a aussi donné à la mairie, par exemple, des moyens d'aider en proximité. Puis aussi, on a mis en moyen des méthodes, des modes de fonctionnement, parce qu'on avait chacun créé des petites astuces pour lutter contre le Covid. Et ça, on a réussi à le partager via le guide, de déconfinement, enfin le guide de reprise d'activité, qui a vraiment été super bien perçu par les entrepreneurs, parce qu'on a mis en commun, mais pas que avec les industriels, aussi avec Leroy Merlin, des commerces, qui nous ont donné des astuces sur comment on accueillait les clients, comment on arrivait à les accueillir en sécurité en période Covid. Et ça a permis aux entrepreneurs d'être rassurés et puis de prendre un certain nombre de bonnes pratiques mises en commun pour les aider à enclencher, eux qui avaient été confinés. Et il faut reconnaître qu'il y a un process chez Heineken, vous pourriez être allé plusieurs fois, qui est assez exceptionnel en termes de sécurité. Et c'est vrai que c'est ça qu'on a partagé. Merci pour cet engagement. C'était assez fabuleux de pouvoir partager aussi vite, aussi clairement des process que vous aviez mis en place. On pourra mettre justement le lien de ce guide dans la description de la vidéo. Et voilà, et on a aussi eu des sujets dans la commission industrie qui étaient, on va dire, un peu plus innovants, qu'on veut porter. Bon, il y a des discussions qui sont en cours entre les industriels, mais pas que, pour avoir une boucle énergétique, une mise en commun de l'énergie. On sait que les industriels utilisent beaucoup d'énergie, dont de la vapeur. Donc on a un projet qui est en cours de discussion aujourd'hui, qui est dans l'étude technique, mais qui est un sujet très intéressant pour nous. Et puis aussi, on essaye de venir avec des sujets qui sont un peu plus nouvelles technologies. On a un sujet sur la digitalisation. Moi, c'est quelque chose que je porte en interne chez Heineken. On s'est équipé d'imprimantes 3D. Et cette imprimante 3D, le fait de fabriquer en impression 3D, nous permet de fabriquer nos propres pièces de maintenance. Et ça a un double intérêt pour les industriels. Il y a une voie déjà qui est coût, et c'est vrai que c'est important, particulièrement en ce moment. Ça nous permet de fabriquer à moindre coût des pièces, mais ça aussi nous permet de les fabriquer en autonomie, d'avoir des délais d'approvisionnement qui sont parfois beaucoup plus rapides. On peut fabriquer des pièces en 3-4 heures, alors que certains fournisseurs vont nous demander 3-4 jours, parfois une semaine pour recevoir la pièce. Les délais de la Voilà. Donc c'est un sujet qui est technologique, qui est nouveau, mais on a à cœur de le partager avec les industriels de la vallée de l'Huonne. Merci Frédéric pour cette interview. Merci pour tout cet investissement sur le territoire. Nous allons désormais passer au deuxième invité de l'actualité du territoire. On se retrouve dans la deuxième partie de l'actualité du territoire où nous accueillons pour cette partie Damien Villecroze, le directeur de la redevance
spéciale et des partenariats à la métropole Aix-Marseille. Bonjour messieurs, merci de votre invitation. Bienvenue. Et Stéphane Turcat, directeur d'Ortec Environnement. Très bien, merci pour votre invitation. Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. Bienvenue chez vous. Bienvenue. Alors, première question, c'est pour la métropole. Alors, on sait qu'il y a un décret qui est paru en 2015, je crois, sur la gestion des déchets pour les entreprises. Sujet qui a fait beaucoup parler dans le monde économique. Damien, est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Bien sûr. Donc effectivement, sur la gestion des déchets, il y a un cadre juridique qui est défini et réglementaire pour chacun des acteurs aujourd'hui de la problématique sur laquelle on va évoquer, ce qui est la partie, donc le professionnel, le producteur de déchets. Aujourd'hui, le producteur de déchets a un cadre qui s'appelle le Code de l'environnement et qui précise qu'en fait, tout producteur de déchets est responsable de la collecte, de l'élimination et du traitement de ces déchets, même s'il les confie à un tiers. Donc ça, c'est une première chose. Ça sous-entend quoi ? Ça sous-entend qu'à un moment, à tout moment, on doit être capable de fournir un bon de gestion de déchets ou un justificatif comme quoi ces déchets ont bien été traités et dans les règles de l'art. L'autre acteur aujourd'hui qui est présent, mais qui le sera de moins en moins, c'est le service public, qui lui est régi par le Code général des collectivités territoriales et qui précise en fait que la métropole, ou le service public assuré par qui assure la collecte, doit le faire de façon obligatoire pour les ménages. En revanche, pour les professionnels, il n'y a aucune obligation. On parle entreprise. On parle entreprise. Donc effectivement, elle peut le faire. Donc le service public peut le faire. Il le faisait d'ailleurs. Elle le faisait empiriquement depuis un certain nombre d'années. Sauf que la loi dit que si elle le fait, elle doit le faire sans sujétion technique particulière, c'est-à-dire en termes de moyens et aussi en termes de traitement, donc des déchets qui sont assimilés à des ordures ménagères. Et si elle le fait, elle doit être payée pour cela. C'est ce qu'on appelle la redevance spéciale. Alors effectivement, par rapport au décret que vous évoquiez Thierry, sur les différentes lois qui existent, il y a la loi de transition énergétique de 2015 qui impose certaines règles, notamment la gestion des 5 flux et la réduction des déchets. À cela s'est ajoutée la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire qui en fait très clairement, qu'est-ce qu'elle dit ? Il faut réduire nos déchets, il faut les valoriser, il faut les traiter. Et partant de là, on a défini au sein de la métropole et du Conseil du territoire un schéma métropolitain qui nous amène aujourd'hui à parler de la gestion des déchets sur l'association LEHV, mais d'autres associations. Pourquoi ? Parce que la métropole va appliquer, le Conseil du territoire va appliquer le règlement de la redevance spéciale. Appliquer la loi en fait. Va appliquer la loi, exactement. Et ça se décline sous 2 axes, l'arrêt de collecte en zone d'activité et la redevance spéciale. L'arrêt de collecte en zone d'activité, ça veut dire quoi ? Ça a démarré en juillet 2019. C'est à peu près dans ces stades-là qu'on a commencé. On a commencé au début. Voilà, comme on le fait là, on explique un petit peu la réglementation et puis après, effectivement, on se dit il faut y aller. Donc, comment on y va ? Donc, on a mis en place un plan d'action avec vous, avec les associations, avec la Chambre de commerce et d'industrie, avec aussi des partenaires. Donc, la présence d'une entreprise, pourquoi elle est là ? Justement parce que ça fait partie du système. Aujourd'hui, on était soucieux de savoir si nous, on se retire des zones d'activité, est-ce qu'il y aura un partenaire ? Comment ça se passe ? Comment ça se passe ? Est-ce qu'il y aura quelqu'un qui va venir prendre la place et est-ce qu'ils le feront bien ? Donc on a mis en place un tas de choses, des réunions, on a mis des webinaires, notamment avec vous, pour essayer d'informer, parce que la clé de la réussite de cet arrêt de collecte, c'est l'anticipation. Il faut anticiper ce phénomène qui est une loi, il faut l'appliquer. Donc voilà. C'est pour ça qu'aujourd'hui, encore une fois, je vous remercie de faire ce type d'actions qui sont très très porteuses et qui nous permettent à nous d'avancer sur nos projets. C'est notre rôle. Merci Damien. On posera sûrement d'autres questions après. Stéphane, avant de vous poser une question précise, est-ce que vous pouvez présenter le groupe Ortec en quelques mots ? Alors je vais le faire assez rapidement, parce que le sujet, je crois, qui a été présenté par M. Villekroze intéresse particulièrement les adhérents, les entreprises, puisqu'on a une vraie échéance. Ortec, en quelques mots, c'est une société familiale qui est son siège qui est basé à Aix-en-Provence. On a à peu près 11 000 salariés, dont 7 000 en France, avec un métier historique qui est le service à l'environnement. Et nous avons une belle agence très dynamique à Marseille, Ortec Environnement Marseille, qui est spécialisée sur la collecte et le traitement des déchets.
Et alors, nous sommes heureux d'être partenaires de LEHV parce que je crois que la dynamique que vous mettez au niveau économique avec les entreprises, elle est importante et particulièrement dans une période comme celle-là où il y a une problématique forte qu'on va travailler ensemble. Merci Stéphane. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que voilà, on a bien compris que les déchets, c'était la loi, c'est fini. La métropole va se désengager. Et moi, la question que j'ai envie de poser à vous, Stéphane, c'est que concrètement, comment on doit faire ? Une entreprise qui nous écoute, qu'est-ce qu'elle doit faire aujourd'hui ? Alors, je vais vous répondre avec une expérience qu'on a eue dans d'autres zones, puisque effectivement, la métropole arrête ses collectes progressivement sur un certain nombre de zones, et on a eu la possibilité de répondre présent auprès des commerçants, de certaines entreprises, restaurants, artisans, etc. Et en fait, ce qu'on a constaté, c'est que dans un premier temps, malgré le fait qu'il y ait de la communication qui soit faite en amont, les entreprises se retrouvent au pied du mur au moment où la collecte s'arrête sans avoir vraiment pu anticiper. Et donc il y a des questions très concrètes qui se posent, c'est j'ai besoin de combien de bacs pour collecter mes déchets ? Quels sont les déchets que je produis ? Est-ce que je dois mettre en place des flux différents pour pouvoir recycler, valoriser ? Tous les combien de temps je dois organiser la collecte en fonction des volumes que je produise ? Et en fait, ces éléments-là, si on ne les anticipe pas, on se retrouve devant une contrainte assez forte. Alors l'enjeu pour les entreprises, et ça a été rappelé, il y a un élément légal avec le décret qui est sorti, mais je crois qu'il y a aussi une responsabilité citoyenne. On parle du tri sélectif. On est capable de collecter du papier carton, du plastique, des métaux, des déchets dangereux. Ça, c'est des flux, c'est ça. Alors effectivement, c'est les différentes natures de flux, puisque historiquement, on parlait des ordures ménagères, mais je crois que vis-à-vis de la planète, la responsabilité qu'on a, et puis de la sensibilité de chacun, de nos collaborateurs, des clients, etc., il faut qu'on arrive à travailler sur ces flux et donc organiser des collectes différenciées. Je crois que c'est vertueux, et puis ça amène aussi un élément important, c'est qu'en termes de coûts, quand on fait de la collecte multiflux, globalement, ça coûte moins cher aux entreprises que si on collectait du déchet mélangé. Donc, ça nécessite aussi de faire un peu de communication au sein des entreprises. D'éducation. C'est exactement ça. Par rapport aux salariés, pour leur expliquer que ce qu'on fait déjà à la maison, on peut le faire également dans l'entreprise. Et je crois qu'il faut qu'on encourage les gens à faire ça. Concrètement, vous êtes prêt à démarrer sur la zone de l'Uvonne ? Alors, c'est une bonne question, parce que ça arrive bientôt. Je crois qu'avant fin avril... C'est quand, Damien, c'est Alors, il y a quand, plusieurs dates, je pense qu'on pourra les afficher. On les affiche, mais on les effectivement, affiche, effectivement. sur les, comme je disais tout à l'heure, sur l'arrêt de la collecte, alors bon, on se désengage, oui, mais enfin, sur des zones bien précises qu'on a travaillées. Donc ça a commencé en juillet 2019 et la dernière, ce sera sur la Valentine en avril 2021. Donc en avril 2021. Confiant. On est au pied du mur, là, effectivement, on y est. Donc la réponse, c'est oui, on l'a déjà fait par ailleurs. Je vous ai donné une expérience qu'on a eue dans la région pas loin d'ici. Par contre, la question concrète qui va se poser, c'est les entreprises, elles font comment ? Et je crois que devant tout ce que je décrivais tout à l'heure, il faut qu'on puisse accompagner les entreprises et faire preuve de conseil. Donc on a au sein de notre agence Ortec Environnement à Marseille des gens qui sont spécialisés sur la collecte et la gestion de déchets. Et notre volonté, c'est vraiment de pouvoir apporter un service sur mesure, puisque l'entreprise A et l'entreprise B n'ont pas les mêmes déchets, n'ont pas les mêmes problématiques, les mêmes volumes, donc il faut qu'on puisse faire une offre sur mesure et qui également soit assez souple, parce que la manière dont on collecte les déchets aujourd'hui, dont on les triera demain, ça va évoluer dans le temps. Il faut qu'on soit capable d'accompagner aussi les entreprises sur ce terrain. Donc aujourd'hui, on a les équipes, on a les moyens, on a les bacs, puisqu'il y a aussi des éléments concrets, c'est qu'il va falloir qu'on remette des bacs à disposition devant les entreprises. Donc on a une équipe d'experts qui est là et qui est prêt à faire du conseil pour faire cette offre personnalisée vis-à-vis de tous les adhérents, notamment de LEHV. Et je crois qu'on ne peut pas en parler dans cette émission, mais il y a une offre très intéressante pour les adhérents d'LEHV, donc ce qui nous va bien. On a bien compris, moi, ce qui m'intéresse particulièrement, c'est qu'au sens de la loi, je trouverais ça intéressant, et d'où ce partenariat avec Ortec, de se dire que finalement, il n'y a pas 5 camions qui passent pour 2 entreprises voisines, et qu'effectivement, on arrive à mutualiser les choses. Et dans ce territoire où la mobilité est un enjeu phénoménal, de faire en sorte qu'on arrive à réduire les flux, non pas de déchets, mais de camions et de circulation. Ouais. Alors, ce que je vous propose, parce qu'effectivement, l'empreinte environnementale de la circulation des camions, c'est un vrai sujet, c'est que ce qu'on pourrait faire ensemble, c'est qu'on travaille sur ce sujet du tri et de la mutualisation pour que peut-être la vallée de l'Uvonne devienne exemplaire sur le sujet du tri, du recyclage et la valorisation des déchets. Je crois que c'est un défi alors. C'est une proposition que je fais. J'aimerais qu'on puisse œuvrer avec les adhérents pour avec aller joie. dans ce sens. C'est vrai que le but de cette loi est de réduire
l'impact Oui, écologique. tout à fait. Justement, Damien, si tu veux répondre sur... Oui, ce que je voulais, Ouais. rappeler, c'est qu'effectivement, il y a plusieurs objectifs, mais vraiment aujourd'hui, l'important, c'est de... On voit ce qu'on collecte aujourd'hui et il y a énormément de progrès à faire. Le déchet aujourd'hui, ça génère 14 fois plus en termes de coûts par rapport à ce qu'on peut ressentir. Donc il faut vraiment travailler ce déchet, du début, de l'approvisionnement, jusqu'à l'élimination. Il y a vraiment des économies à faire. Aujourd'hui, le bilan qu'on peut faire, parce que ça a démarré en juillet 2019, donc c'est plus de 70 zones qu'on a arrêtées. C'est à peu près 5000 professionnels. On a quasiment aucune réclamation, ça se passe très très bien. Et quand on passe sur les zones où on a arrêté la collecte, il y a effectivement un phénomène vertueux qui est de réduction de déchets, de meilleure propreté parce que les bacs sont remisés. Donc il y a un point très positif sur les zones d'activité. Et je crois que c'était le but, c'était C'était le but, c'était ça. sensibiliser, faire en Complètement, sorte que complètement. on réduise les déchets, qu'on devienne responsable. Moi, ce que j'ai à dire, c'est deux choses, parce que j'aime bien qu'on se dise les choses vivement, mais je crois, Damien, que le travail que vous avez fait, c'est un travail de proximité. C'est un travail auprès des entreprises qui a été remarqué et remarquable. Je tiens à vous féliciter pour ce travail, Merci. à féliciter la métropole. Bravo pour ça. Et je crois que, du coup, finalement, c'est un passage de témoin sur Ortec. Stéphane, on connaît vos équipes qui ont eu la courtoisie de travailler avec nous et d'essayer de réfléchir à comment on pouvait faire. Je crois, chers adhérents, que nous avons un prestataire à la disposition pour réfléchir sur comment réduire ces déchets, comment faire en sorte d'avoir une activité raisonnable, raisonnée. Merci messieurs. Merci Merci à vous. Très bonne soirée Merci. à vous. Merci. Et Mathieu, nous allons... Accueillir un dernier invité pour cette rubrique de l'actualité du territoire, Philippe Salmona, qu'on invite tout de suite à nous rejoindre sur le plateau. Nous poursuivons l'émission en accueillant un nouvel invité, Philippe Salmona. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Philippe, président de la société Everfinance. Vous êtes là pour nous parler des marchés financiers. Quelle est la situation depuis un an ? Alors, les marchés financiers sont très contradictoires avec certaines réalités économiques qui touchent les entreprises, puisque il y a un an, les marchés financiers s'affolaient. L'ensemble de la planète, je dirais, était inquiète sur leur avenir. Et l'effort des banques centrales a contribué justement un peu partout dans le monde à ce que les marchés financiers reprennent de la couleur et du vert. Et on peut s'apercevoir qu'alors que les marchés faisaient que baisser il y a un an, puisqu'on avait même un CAC 40 qui était aux alentours de 3700 points, l'ensemble des politiques menées par la planète ont fait qu'aujourd'hui, on a tutoyé il n'y a pas très très longtemps les 6000 points qu'on a dépassés récemment. Et on est dans un contexte économique qui est totalement différent aujourd'hui. Donc ça amène à penser justement, est-ce que les marchés sont très valorisés, trop ou pas? Est-ce qu'il y a encore des leviers de croissance devant nous? C'est très dur de se faire une idée, mais il y a quand même des investissements à faire quand justement tout le monde s'affole. Et ça prouve que quand nous, il y a un an, on n'arrêtait pas de dire à tout le monde que c'était peut-être le moment d'investir parce qu'il y avait des points d'entrée sur les marchés, un an après, on se rend compte qu'effectivement, c'était ce qu'il fallait faire. Philippe, je crois savoir qu'il y a aussi des secteurs porteurs, des filières précises. Est-ce que vous pouvez nous en parler également ? Alors, dans les secteurs et les thématiques d'investissement, puisque je crois que c'est le terme qui est clé, tout à l'heure, il y avait la société Ortec qui était là et qui traite les déchets. Je pense que c'est un excellent tremplin de parler des déchets, puisque tous les investissements et tous les fonds environnementaux ont du sens justement à moyen et long terme. C'est-à-dire toutes les sociétés qui vont essayer de faire du bien à notre planète, qui vont essayer justement d'améliorer le quotidien de la planète, ont du sens. Clairement, et aujourd'hui présentent des leviers de croissance gigantesques qui seront source de profit, puisqu'il ne faut pas oublier qu'avec le métier qu'on fait, l'intérêt de nos clients, c'est quand même de générer de l'alpha, donc de générer de la rentabilité. C'est un des thèmes sur lesquels on peut investir. Alors effectivement, aujourd'hui, c'est une période qui est un peu compliquée. Si on prend nos adhérents, où doivent-ils placer leur argent et finalement, quels conseils leur donner ?
Et oui. Alors, c'est un exercice compliqué, mais très simplement, je pense que le point d'orgue à donner à ces portefeuilles, que ce soit pour des particuliers ou des entreprises, peu importe le type d'investissement et le cadre juridique de notre investissement, l'idée c'est de se diversifier. Plus on aura une diversification, plus on respectera l'adage de nos grands-mères qui est de ne pas mettre tous les œufs dans le même panier. Et c'est ce qui est source de rendement à terme, avec des horizons non pas de 1 an, 2 ans, 3 ans, mais essayer d'avoir des horizons un peu plus lointains sur les investissements qu'on peut faire aujourd'hui. Et donc effectivement, pour aller un peu plus loin, eh bien, on propose à nos adhérents de contacter Philippe. Je pense qu'il y a des sujets à travailler sur vos placements. Merci pour cet échange, Philippe. Merci. Chers amis, nous vous souhaitons une excellente soirée et nous vous disons à la semaine prochaine. C'était l'actualité du territoire. Merci à l'ensemble de nos intervenants. Comme chaque semaine, nous remercions l'ensemble de nos partenaires institutionnels, nos partenaires premium et bien sûr l'ensemble des partenaires et adhérents LEHV. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche pour ne rater aucune émission. C'était LEH TV. À la semaine prochaine.